Bienvenue sur Télésud dans votre émission Tumulte. Aujourd'hui, nous allons parler de parité homme-femme ou, si vous voulez, disparité entre hommes et femmes. À peine le nouveau gouvernement installé au Sénégal que le réseau des femmes leaders du Sénégal sont montés au créneau pour dénoncer la disparité homme-femme du gouvernement Sonko. 4 femmes, excusez du peu, sur 21. Pourtant, le continent a connu plusieurs femmes chefs d'État par intérim, que les parlements du Rwanda et du Sénégal, par exemple, enregistrent respectivement 61% et 44% de femmes. Et donc, dans ce numéro de Tumulte sur Télésud, je vous rappelle, votre chaîne préférée, nous allons nous pencher sur la question du recul de la disparité en Afrique, alors que dans les parlements, on note des points assez intéressants. Pour en parler, nous recevons Anastasia Mutoka Dasachi, journaliste et assistante sociale. Elijah Deblanc, qui fait office de femme sur ce plateau, directeur de publication de RP Média. Et enfin, notre spécialiste, Christine Jouan-Bruno, présidente des Femmes de Demain et ancienne maire adjointe de Boulogne. Donc, dans cette première partie, nous avons noté qu'à Maurice, 2 femmes se sont succédées à la tête du pays. Qu'au Libéria, au Malawi, en Éthiopie, en Tanzanie, il y a eu des femmes. Alors, comment peut-on expliquer cet envolé de femmes au sommet de leur État en Afrique, alors qu'en France et aux États-Unis, les femmes peinent à s'imposer au très haut niveau? Anastasie. Alors, une question qui mérite une grande réflexion, parce que normalement, quand on commence à travailler ou quand on étudie, on regarde très bien dans les universités, il n'y a pas parité. Il y a plus d'hommes que de femmes, à un moment. Des filles, oui. Alors maintenant, quand on commence, je regarde même le mouvement qui a fait que le Sénégal puisse aujourd'hui avoir un gouvernement, etc. Il y avait combien de femmes qui étaient dans la résistance? Combien? Donc il y a toujours les hommes qui sont nombreux. Et quand nous regardons même ceux qui se rebellent, ceux qui dirigent, combien de femmes dirigent pour réclamer? Mais quand maintenant on met en place quelque chose de bien, contentons-nous d'abord de ce qui est fait. 21 hommes, 4 femmes, c'est déjà quelque chose de bien, parce que la femme n'est pas oubliée. Alors, Elijah Deblanc, on a quand même vu que ce même pays, le Sénégal, pour rester au Sénégal, qui a eu 2 premières ministres. Et que dans les mouvements de contestation, il y a autant de femmes pourtant, qui contestent et qui souvent sont chargées des tâches les plus difficiles. Et tout d'un coup, au sommet de cet État, aujourd'hui, alors qu'ils ont appelé ce gouvernement, ils ont mis leur gouvernance sur le sceau de la rupture et de la compétence. Est-ce que vous êtes d'accord avec Anastasie, que les femmes sont moins représentées au fur et à mesure qu'on avance sur la pyramide et que c'est finalement les hommes qui ratissent tout? Bon, le jeu est biaisé depuis la base, pas qu'au Sénégal. Quand on regarde même l'histoire de l'humanité, il y a une question de notre propre conception de nous-mêmes. C'est-à-dire que comment nous voyons l'humanité. On nous raconte à travers les religions que la femme a été créée avec une cote de la femme, avec une cote de l'homme. Bon, déjà, si on va sur cette base, le jeu est biaisé. Et quand vous regardez, Anastasia parle des femmes qui disparaissent au fur et à mesure. Moi, je veux prendre 2 pays africains, la Côte d'Ivoire et le Mali, 2 pays dans lesquels j'ai fait mes basses classes. Et il y a plus de jeunes filles à l'école au début que de jeunes garçons. Mais au fur et à mesure, elles disparaissent. Et elles disparaissent aussi dans la sphère de création des associations, politiques. Vous me direz, au Sénégal, il y a combien de femmes qui sont à la tête de partis politiques? Parce que c'est un jeu politique. Donc, il y a un phénomène qui fait que les femmes disparaissent, un phénomène pas naturel mais qui existe, auquel beaucoup de gens ne pensent pas. C'est la question des toilettes. Quand il n'y a pas de toilettes dans l'école secondaire et qu'une fille doit faire 30 minutes pour aller aux toilettes chez elle à la maison, donc 30 minutes pour aller, 30 minutes au retour, ça fait 1 heure de perdu la matinée.
L'après-midi, bon, les êtres humains vont souvent aux toilettes. Hein. L'après-midi, elle perd encore 1 heure, donc ça joue sur ses performances à l'école. Donc ça, c'est entre autres l'une des raisons pour lesquelles au Mali ou en Côte d'Ivoire, les filles peuvent disparaître. Et quand on arrive au sommet, je vous mets au défi, hein, n'importe quel pays, ce ne sont pas des femmes, par exemple en France, qui dirigent le CAC 40. De temps en temps, il y a une femme qui est Premier ministre, qui est ministre de ceci, cela, mais on voit très bien que la parité, c'est un concept certainement que l'homme masculin a créé pour faire du politiquement correct. Parce que le pouvoir lui appartient, il donne quelques miettes aux femmes. Maintenant, comment changer? Peut-être qu'on aura des solutions dans cette émission. Alors, des femmes chefs d'État par intérim en Afrique, on en a connu. En Afrique du Sud, il y en a eu au Gabon, en Centrafrique, au Burundi, en Guinée-Bissau, au Libéria avant Ellen Johnson Sirleaf. Et en comparaison, je le rappelle, les États-Unis, une seule femme vice-présidente, et en France, 2 seules femmes première ministre. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec Elydia et Anastasie qu'au fur et à mesure qu'on monte au sommet de la pyramide, les femmes disparaissent, ou est-ce que vous savez si des indisponibilités qui font qu'elles disparaissent existent, et nous parler plutôt de ces indisponibilités-là? Parce qu'en faisant cette émission, il y a eu plein de femmes qui ont dit oui avant de désister pour diverses raisons avant la tenue de l'émission. Voilà pourquoi la 3e femme ici est un homme. Voilà, et que j'accepte d'être une femme. Écoutez, déjà, je trouve que le sujet est très pertinent et que, et évidemment, beaucoup de personnes du monde entier regardaient le Sénégal et attendaient de savoir, après l'élection assez spectaculaire de cet homme de rupture, ou de ces 2 hommes de rupture, on attendait la constitution du gouvernement. Surprise, 4 femmes. Heureusement, pas dans des ministères trop subalternes, mais connaissant un peu la vie de l'Afrique, de beaucoup de gouvernements et de situations sociopolitiques, il est vrai que le Sénégal était classé comme le 11e positionné en Afrique comme ayant quand même une présence et un respect de la parité. La loi de 2010 avait permis de faire évoluer terriblement la présence des femmes élues en assemblée parlementaire et on s'attendait qu'au gouvernement, il y ait une représentation assez logique parce que ce soit en Afrique, au Sénégal ou en Europe ou ailleurs, il est vrai que la représentation des femmes est inévitablement liée aussi à la vie socio-culturelle du pays, à l'idéologie qu'ont les personnes qui ont la capacité de nommer. Et il s'avère là que le président du Sénégal, pourquoi? Je ne le connais pas assez. Nous allons le découvrir progressivement. Alors qu'il se voulait être un homme de rupture, n'a vraiment pas créé la rupture sur le féminin. Et je considère que c'est une régression sur le plan strictement féminin, mais je repensais quand j'ai entendu ces nominations, si on repart très loin en arrière, grand moment de rupture en France au moment de la Révolution, qui était accompagné par un nombre important de femmes, dont une majeure, Olympe de Gouges, qui avait rédigé une déclaration des droits des femmes et qui a voulu revendiquer le positionnement des femmes au cœur de la Révolution et de la première déclaration des droits de l'homme et de la Constitution, eh bien, malgré le fait qu'elle ait été partenaire officielle et très leader dans la Révolution française, elle a été guillotinée parce qu'on lui reprochait de revendiquer un statut des femmes dans les textes normatifs du pays. On voit bien que, au-delà des ruptures globales de la société, le sujet homme-femme est un sujet très profond, qui correspond beaucoup à l'éthique, à la vie des personnes et à la représentation qu'on veut laisser aux femmes. Dans toutes les situations de pays que nous connaissons, hormis peut-être en Europe du Nord aujourd'hui, par rapport au monde entier, les femmes effectivement sont sous-représentées dans différents milieux professionnels. La classe politique n'échappe pas au sujet et est parfois encore moins bien classée, mais il est clair que sans une volonté stratégique politique de positionnement des femmes dans la société, jamais de manière implicite et spontanée, les femmes n'auront de place dans le système sociopolitique actuel dans le monde. Alors, Anastasie, Sonko et Djamoy, les 2 têtes de l'exécutif du Sénégal, ont pourtant parlé de gouvernement de compétences.
Et on a vu, donc, si on les tient au mot, 21 hommes compétents pour 4 femmes compétentes, alors qu'il y a partout dans nos pays quand même 52% des femmes, et que ce n'est pas dans l'arène politique qu'on retrouve moins de femmes. Hein. Vous avez vu, par exemple, la configuration de l'Assemblée nationale sénégalaise, c'est souvent des femmes qui ne sont pas du tout allées à l'école, mais qui sont des personnes ressources qui apportent quelque chose à leur société, qui représentent des portions de leur population, des peuples. Oui, mais je crois que la femme, sans être au bureau, sans être au Parlement, elle travaille toujours, elle contribue toujours, de par sa nature. Elle est là, elle met au monde les enfants, elle est affective, elle doit apporter, elle apporte beaucoup. Et quand une femme est entreprenante, mais c'est tout le foyer, c'est toute la famille qui est bien, parce que la femme est bien, elle est forte, elle est intelligente, elle fait vivre là-bas. Tandis que l'homme, lui, pour la plupart du temps, il ne joue pas un grand rôle dans le ménage. Lui, il est dehors, il prend il prend des informations auprès des autres, voilà, comment diriger le pays, comment faire ceci, pendant que la femme dit, mais aujourd'hui on va manger comment, mais fera quoi, l'enfant ira à l'école, et tout d'abord c'est la femme, avant même qu'on ait un salaire, mais la femme avait déjà tout. Donc, et puis, elle ne se limite même pas à ça, la femme. Elles sont nombreuses. Le fait seulement de transporter la grossesse, mais c'est tout un cheminement. Et quand elle met au monde, c'est un cheminement. Et si, par exemple, on prenait seulement toutes ces femmes, on les mettait seulement au service politique. Et qui restera faire le ménage, qui s'occupera vraiment de l'éducation, parce qu'on éduque l'enfant à partir du berceau. Donc la femme joue un très grand rôle. Derrière tout un grand homme, un grand homme, il y a toujours une femme. Cette femme, elle est là, elle travaille beaucoup, mais parfois c'est un travail qui n'est pas rémunéré. C'est un travail qui n'est pas rémunéré, mais elle tient vraiment le foyer. C'est elle le moteur de tout développement. À partir de la femme, moi je suis d'accord. Elles sont nombreuses. Et même quand on regarde très bien, on regarde au monde, je dis 52%, donc les hommes représentent 48%. Mais il faut voir, même dans le rôle traditionnel, vous allez voir parité, ce qu'on peut faire comme ça. D'ailleurs, nous parlons du Sénégal. Il y a le président sénégalais, il est là, mais avec les 2 femmes. Mais est-ce qu'on peut permettre, 2 épouses quand même, est-ce qu'on peut permettre qu'une femme soit là avec 2 hommes? Clairement comme ça. Non, il y a des choses qui ne peuvent même pas être comparables. Donc, ne cherchons pas la parité là où on ne peut pas la trouver. Mais sinon, ce qui est déjà fait, c'est déjà bien. Avançons. Avançons, allons de l'avant. Alors, Elijah, Anastasie nous dit encore que, voilà, il y a un rôle, il y a une configuration naturelle, sociale, anthropologique de la femme dans nos sociétés et qu'il faut s'en contenter, alors que vous aussi, par vos reportages, vous avez constaté que même des femmes dans les médias encouragent la femme à rester au foyer au Mali plutôt qu'à se lancer à être tête de file d'un mouvement ou être leader politique. Alors que le but d'aller à l'école, c'est pour aussi et tenir son foyer et tenir un rang social plus élevé quand même, que ce soit pour l'homme et pour la femme. En fait, en programmation neurolinguistique, une discipline sociologique, même psychologique, en fait, il y a une notion qui s'appelle la carte du monde. La carte du monde, c'est finalement notre conception du monde, le prisme sous lequel nous voyons le monde. Et on a des filtres pour voir ce monde-là. Le filtre, ça peut être la langue, notre religion, là où on est né, etc., etc. Donc, si 2 cartes du monde se croisent, s'il n'y a pas d'alchimie, ça va être de la cacophonie. Tout ça pour vous dire qu'il faut remettre le Sénégal dans sa variable culturelle. Au Sénégal, avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est normal. Au Sénégal, vous trouverez des femmes qui sont très bien comme ça. Quand vous venez en Europe, il y a un mouvement féministe qui est né en Occident qui demande à ce que la femme aide. Mais en fait, ce mouvement demande. Ce mouvement aurait juste pu dire, on applique. Encore une fois, je dis, toute la place de la femme, c'est l'homme qui lui donne, y compris le rouge à lèvres qu'elle met, y compris le vêtement. C'est quoi une belle femme? C'est l'homme qui décide. Oui. Surtout encore en Occident. Donc, on va prendre le Sénégal dans son cas strict, sans trop déborder. Qu'est-ce qui se passe?
il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à la tête de partis politiques. Ça, c'est une réalité. Et ce qu'Anastasia dit, on peut l'entendre au Sénégal, difficilement l'entendre en Europe. Donc, il faut respecter peut-être le Sénégal dans son entièreté. En réalité, la femme s'est fait arnaquer par l'histoire. Le fait qu'une femme mette au monde, c'est elle qui porte la grossesse pendant 9 mois avec les déformations, les souffrances. Ce n'est pas reconnu comme un travail, ce n'est pas rémunéré. Le fait que la femme, c'est celle qui élève l'enfant en premier, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu. Le capitalisme, à un moment donné, a trouvé que l'homme était arrivé au sommet de sa capacité de travail. Et donc, a fait croire à la femme que si ce qu'elle fait à la maison n'est pas suffisant, il faudrait qu'elle aille travailler à l'usine, qu'elle aille travailler au bureau pour être l'égale de l'homme. C'est cette question d'égalité, alors que... Égalité des droits, ce n'est pas égalité voilà. En toute chose. Hein. Moi qui suis un homme... On parle d'égalité en droit et non pas autre chose. Moi qui suis un homme, je pense que la nature doit plus à la femme qu'à l'homme. Je vais me faire taper par des hommes. Je pense que la nature doit plus à la femme qu'à l'homme. Déjà, l'homme donne son nom à l'enfant, alors qu'en réalité, il est peut-être pour 10%, 15%, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, en réalité, il faut prendre les sociétés telles qu'elles sont, comprendre quelle est leur carte du monde. Quand vous prenez le président sénégalais, quelle est sa carte du monde? Quand vous prenez le Premier ministre, quelle est sa carte du monde? Quelle est la carte du monde des femmes sénégalaises, des hommes sénégalais? Ça permet de comprendre là où nous sommes. Effectivement, de la même manière que dans cette émission, Sadio Morel Kanté cherchait des dames, elle a peiné à les avoir. Je pense que dans les instances politiques, ça doit être pareil. Christine, qui fait de la politique, qui a été adjointe au maire, doit le savoir. C'est difficile de trouver des femmes, des dames. Bon, elle n'est pas d'accord. Voilà, donc on va évoluer pour que Christine nous dise justement, sur le graphique qu'on vient de voir, on voit que le Mali est 38e sur 48 pays en Afrique. Par rapport au pourcentage, il y a un certain nombre de pourcentages qui lui donnent le rang de 38 sur 48. Alors que, Christine, justement, en 2002, le Mali avait 7 femmes au gouvernement, quand la France n'en avait que 6. Est-ce que vous comprenez aussi ces mouvements en dents de scie, ici et ailleurs, toujours autour des femmes? Oui, totalement. Et je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, il n'y aura jamais de femmes en situation de pouvoir dans un gouvernement ou dans les milieux politiques s'il n'y a pas une volonté globale de la société, qu'elles y soient, et s'il n'y a pas des moyens, des outils spécifiques mis en place pour articuler les choses. On le voit très bien pour les élections au Parlement, puisque dans différents pays, dont le Sénégal, grâce à la loi sur la parité de 2010, eh bien la parité est quasiment entrée au Parlement. Par ailleurs, pour avoir été moi-même dans la vie politique pendant 25 ans, de manière active, élue d'une grande ville de France, ayant participé à la mise en place du label égalité auprès de Madame Aveline, on a vu, on a observé comment, pourquoi ça pouvait marcher ou non. Et ici, il a fallu poser des moyens techniques pour que ça marche, parce que sinon, malgré une loi existante, s'il n'y avait pas eu de contraintes et de pénalités imposées aux partis politiques qui ne présentaient pas des femmes, ils auraient préféré ne pas en mettre, on l'a bien vu, alors que, et en connaissance de cause, je sais très bien, et pour aller dans différents pays d'Afrique régulièrement, je suis fascinée par la compétence des femmes, par leur énergie, par leur potentiel à faire des choses, et on le sait et on le dit dans toutes les grandes analyses mondiales qui sont faites et qui observent l'Afrique, que la femme est juste la ressource extraordinaire de l'Afrique aujourd'hui pour accomplir sa transformation et faire évoluer le continent. Les femmes africaines ont des compétences. Quand on veut trouver des femmes, on les trouve, sincèrement. Et beaucoup de femmes africaines aujourd'hui, c'est pas la majorité, mais il y en a, ont fait des études brillantes. Dans les milieux de la recherche, il y a des femmes exceptionnelles. Dans le milieu de la tech, il y a aujourd'hui des jeunes femmes qui font des levées de fonds à millions d'euros parce qu'elles sont compétentes, elles surgissent, elles sont là. Je ne pense pas qu'en termes de pourcentage, elles égalent les hommes, mais ce sera une partie... dans certains secteurs, voilà. en termes de formation, si, pas dans tous les secteurs. Mais ce que je veux dire, que les compétences existent. On y revient. Voilà. On y revient dans elles existent et elles peuvent être dans la vie politique absolument accomplies. Merci. C'est la fin de cette première partie de l'émission.
bienvenue, toujours même chaîne de télévision Télé Sud, même émission Tumulte, mêmes invités sur le plateau. Le quota des 30% peine à être atteint dans plusieurs de nos pays, dans les parlements, qui, de quelques 8 à 10%, dépassent difficilement les 26%, quand tout de même le Sénégal, le Rwanda, dépassent les 40 ou les 50% de femmes parlementaires. Alors, oui, en 2023, il y a quand même eu des points. Il y a eu plus de 3 points de plus, pratiquement 4, dans la représentation des femmes dans nos assemblées. Mais pour autant, le problème est-il résolu ou il reste toujours des poches, Christine, où on devrait pouvoir trouver plus de femmes et pourquoi elles ne s'engagent pas trop? Est-ce qu'il y a une pression féminine, masculine? Une sorte de misogynie qui est souvent évoquée, hein? Je n'en ai pas les faits, mais souvent les femmes évoquent la question de misogynie et les hommes évoquent les questions d'incompétence. De compétence ou d'incompétence, qu'en est-il réellement, Christine? Il est vrai que dans les trajectoires de femmes qui émergent en politique, il y a beaucoup de barrières à franchir parce que le pouvoir a été créé par des hommes et fait par les hommes très longtemps. Donc, voir des femmes arriver avec ce qu'elles sont et par essence ayant des compétences spécifiques qui sont différentes des hommes à l'occasion, ça peut déranger le système établi et ça le dérange en général. Et les hommes ont une certaine crainte des femmes qui ont de vraies compétences. C'est mon avis personnel, c'est ce qui est aussi écrit dans beaucoup d'études. Les femmes peuvent absolument être dans la vie politique au plus haut niveau. Elles ont même, je crois, le pouvoir de faire des choses autrement, différemment. C'est ce qu'on attend dans les nouvelles gouvernances et dans les définitions démocratiques aujourd'hui. Et en tous les cas, elles auront toujours à affronter une certaine misogynie. Elle existe. Parce que les représentations du pouvoir ont été longtemps masculines et restent encore masculines, évoluent dans un axe de féminité, et on l'a vu, et le Sénégal d'ailleurs a très bien évolué dans ce sens depuis un certain nombre d'années. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire aussi, le Rwanda bat tous les records par volonté politique. Et sans la volonté politique et, je crois, la volonté de donner confiance aux femmes dans ce dont elles sont capables, c'est difficilement réalisable. Mais c'est absolument possible et c'est même quelque chose qui est très attendu pour apporter aujourd'hui au monde qui en a tellement besoin des valeurs de respect, d'éthique, de transparence, enfin tout ce que réclame d'ailleurs le président actuel du Sénégal. Donc peut-être, de toute façon, le gouvernement est ce qu'il est aujourd'hui. Il pourra évoluer dans l'avenir, nous verrons. Ce qui est certain, c'est que les élections parlementaires arrivant, étant encore sous l'emprise de la loi existante de parité de 2010, inévitablement, il y aura certainement une vraie représentation féminine à l'Assemblée nationale, ce qui est une très bonne chose, parce qu'on a besoin de la voix des femmes, de la pensée des femmes et de leur action pour que la société soit vraiment pleinement représentée démocratiquement et dirigée aussi avec un certain état d'esprit qui ne peut être seulement celui du masculin. Il faut, dans la réalité de la vie, que le masculin et le féminin existent et contribuent à définir les stratégies juridiques, politiques et d'action en pensant au mieux-être des populations. Alors, Elidia, lorsque nous regardons dans nos sociétés, la femme, à un certain âge, coiffe tous les hommes. On a vu à un moment au Sénégal, Wade, malgré son âge, allait faire allégeance à une femme parce que son âge le lui permettait et que dans nos sociétés, l'âge fait de soi une personne ressource. Et pourtant à l'âge attribué pour être femme notable, il n'en est pas de même en politique dans nos sociétés. Autant la société rend les femmes notables, personnes ressources, et qui dirigent tous les hommes, autant dans la représentation politique, il n'en est pas de même. Je ne pense pas que ce soit une exclusivité pour la femme. Je pense que la question de l'âge, si on prend le cas des États africains, dont le Sénégal, l'âge, en fait, ça met tout le monde d'accord. Il y a Sédou Badian Kouyaté qui disait qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui part en fumée. Donc, Amadou Hampâté-Bâ, bon, voilà, que les descendants des deux, m'excusent, j'ai interverti les rôles. C'est pareil. Voilà. Mais en réalité, tant que la femme ne
prend pas le pouvoir, tout va bien. On lui reconnaît sa beauté, on lui reconnaît ses qualités de cuisine, on lui reconnaît sa qualité de douceur, etc. C'est que l'humanité, y compris la femme, n'est pas habituée à voir la femme avec le pouvoir. Je pense que, de ma petite expérience, la femme même est dans une certaine acceptation de l'effacement de la femme en haut de la pyramide. C'est dû à nos systèmes de représentation. Quand vous prenez l'humanité à part entière, on se reconnaît à travers la mosquée, à travers l'église, à travers un certain nombre de choses. Et dans ces choses-là, la femme n'a pas voix au chapitre. Vous allez à l'église, c'est pas la femme pasteur, ça n'existe pas. Même si de manière marginale, il y en a qui essaient de faire des choses. Des femmes imams, il n'y en a pas. Et quand vous prenez ces deux entités sur la face du globe, ça représente beaucoup de choses pour les gens, y compris les non-croyants. Et donc tout ça, ce sont des représentations qui finissent par avoir un impact sur nos sphères de décision. Donc la femme, c'est une menace quand elle a le pouvoir. Et je veux me répéter, pense peut-être que la femme n'est pas intéressée par le pouvoir politique, par le pouvoir exécutif. Sinon, peut-être qu'elle l'aurait. Parce que je pense qu'elle a d'autres ressources, des ressources très subtiles, certainement pour l'avoir, mais je ne pense pas qu'elle ait besoin d'avoir la nomination du pouvoir. Elle l'exécute cependant. Et si on regarde bien, on voit que le pouvoir de la femme est très subtil. Le jour peut-être qu'elle voudrait avoir le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, elle se comporterait autrement. Ce n'est pas de sa faute. En fait, nous avons hérité du rêve de la planète qui a été fait des millions d'années avant nous, auquel nous sommes sujets finalement. Est-ce que le réel politique, Anastasie, de la femme serait dans la cuisine, dans la maison, par son parfum, son regard et sa beauté? On ne demande pas de naître femme, mais on le devient. Et donc, quand on est déjà femme, on a une éducation composée. Il y a des rôles qui sont juste révolus aux hommes et plutôt qu'à la femme. Et ce sont les parents qui dressent les enfants comme ça. Même pour les fêtes, hein, on va acheter des jouets, on choisit les jouets, tel pour le garçon, tel pour les femmes. Même l'habillement. On ne fait pas la même chose. On dit, couleur bleue, c'est pour le garçon, rose, c'est pour le femme. Pourquoi cette distinction dès le bas âge? L'enfant ne sait même pas ce qu'il va devenir dans la vie. Il y a des métiers auxquels les femmes sont exposées. Parce que la femme au foyer, elle dépend du mari, qui est le chef. Qui est le chef de famille. Alors la femme est son adjointe. Alors maintenant, quand cette femme occupe des fonctions politiques, pour la plupart, elle est exposée. Il y a beaucoup de femmes qui, quand elles mettent leurs pieds dans la politique, finalement, elles se croient maintenant tout permis, quoi. Donc, elles ne respectent plus le mari, elle va casser ça, elle néglige tout parce qu'elle est dans la politique. Et nous avons vu, c'est pas ce que me dira, c'est pas ce que me dira Christine, qui a vu quand même, on y reviendra, qui a vu quand même un certain nombre de femmes, que ce soit en Amérique latine, dans les pays d'Asie, et dans les pays de l'Europe de l'Est, ce sont des femmes beaucoup de femmes ont joué des rôles de premier rang. Et pourtant, je dirais, on va voir que lorsqu'elles ont failli dans les comptes, elles sont plus exposées que les hommes. Totalement, c'est sûr. Pourquoi, selon vous? On ne pardonne pas à une femme d'être incompétente ou de ne pas être dans l'éthique de sa fonction. On est beaucoup plus exigeant avec les femmes qu'avec les hommes. Et on ne pardonne pas à une femme de faire ce qui est non attendu dans la fonction qu'elle occupe. On a pardonné longtemps à des hommes de pouvoir, d'avoir fait des erreurs, ils sont même réélus. Mais à une femme, on ne pardonne rien. Ça rejoint ce que vous disiez, et c'est vrai. Il y a une conviction que la femme a certaines valeurs, a une certaine essence de la vie en elle. Et donc, est-ce que c'est contradictoire avec l'exercice du politique ? Peut-être. Moi, je dis non. Je pense qu'il est possible, qu'on soit homme ou femme, d'être dans une vie éthique, de travailler et d'œuvrer pour le bien commun, et justement de l'appréhender totalement. Et je suis convaincue que, et c'est prouvé, dès que des femmes sont éduquées, ont la chance d'être scolarisées, elles peuvent appréhender beaucoup de métiers, dont la fonction politique, mais
c'est valable en politique comme dans d'autres domaines, il faut qu'elles soient formées et qu'on leur permette de dépasser ce qui peut paraître comme un empêchement d'exercer librement certaines fonctions. Donc Anastasia va revenir pour finir son propos. Oui. Oui. Je voudrais juste parler de la femme politique. Avec, pour la République démocratique du Congo, Mobutu, qui a régné pendant 32 ans, avait nommé des femmes ministres. Alors, il a choisi Mme Bangula, une femme mariée, l'épouse de Bangula, il l'a choisi comme étant secrétaire général chargé de la condition féminine. Mais cette femme, quand on l'a nommée, le mari a dit, mais non, je peux peut-être vous proposer ma secrétaire au bureau à la Gécamine, parce qu'elle est capable. Mais celle-ci, vous voyez seulement la beauté, mais sinon, elle a étudié juste le ménage. Elle a très peu d'éducation, mais elle ne peut pas assumer ces fonctions-là. Alors que le président lui-même, en voyant cette femme, il était frappé par la beauté de la femme. Il dit, il faut qu'elle soit à côté de moi. Ouais. À côté de moi. Je dis non. Est-ce qu'elle n'a pas été à l'école? Est-ce que c'est pas écrire son nom? Dieu, elle sait. Il dit, c'est fini. Elle aura des directeurs de cabinet, elle aura des secrétaires, des chargés, tout, voilà, des conseillers qui feront tout à sa place. Elle, ça sera seulement signé. Mais quand je voyage, je suis avec elle. Dans les réunions, elle est là. On voit vraiment une femme qui représente la représentation de la femme. Mais voilà, c'était juste ça, qu'on voit une femme, mais qui n'était pas compétente. Par contre, les femmes, dans le métier de journaliste, oui. J'ai vu à un certain moment une femme, bon, une jeune fille, bon, vous passez à la radio, à la télévision, mais on ne viendrait pas vous épouser parce que vous êtes exposé, vous entrez dans toutes les maisons et les hommes vous voient et les hommes peuvent courir après vous. Donc, si la femme est là, elle est faite pour le mariage, il ne faut pas l'exposer à la télévision. Il ne faut pas. Et pourtant, quelques mots nous avons, je termine là, pour dire femme au foyer, femme intérieure, femme ministre de l'Intérieur pour un homme et ses enfants, c'est tout. En réalité, oui, 2 secondes, c'est déjà passé. En réalité, ça pose un problème hein, de voir une femme avec le pouvoir. Mais au-delà de ça, la femme, elle est surexposée. Je vous donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, il y a la parole qui s'est libérée par rapport à la femme et à ce qu'elle pourrait subir. Des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de choses du genre. On a l'impression que la parole est libérée. Mais la parole, elle est peut-être libérée pour des femmes qui n'ont pas le pouvoir. Une femme qui a le pouvoir. Je vais vous prendre un exemple. La maire de Paris. Ce serait dès lors qu'elle va dire qu'elle a été victime de quelque chose de ce genre, sa décadence, elle commence, on la voit différemment, elle est souillée. Au lieu d'être solidaire avec elle, elle est souillée. Contrario, un homme comme DSK, qui fait ce qu'il a fait au Sofitel, à New York, avec Nafissatou, c'est Nafissatou qui a commis un crime, même auprès des femmes africaines, même auprès des femmes guinéennes. Et ça, je vous parle d'expérience. C'est-à-dire que les gens ont du mal à voir DSK descendre. Cette pauvre femme, elle est ménagère, qui elle est, DSK, il peut avoir Miss Univers, il peut avoir ceci, cela. Du coup, on remet simplement en doute la parole de Nafissatou, parce que, 1, elle est une femme, parce que 2, elle est une femme noire, parce que 3, elle est une ménagère. Merci beaucoup. Donc, voilà. La virilité de l'homme s'exerce à tous les niveaux, au détriment de la sincérité de la femme. Voici, c'est la fin de cette partie. Nous reviendrons dans quelques instants. À vos marques. Parité ou plutôt disparité homme-femme, toujours sur Télésud, les mêmes invités. Cette fois, nous allons parler de ce qu'il faut pour essayer de réduire le fossé entre hommes et femmes dans ce qui est la place de chacun et de chacune. Mais nous avons vu qu'il est difficile, tant culturellement, socialement et historiquement, que la femme puisse avoir avec les mêmes compétences, les mêmes postes que l'homme. Mais pourtant, la femme africaine surtout, dans tous les pays, a toujours joué un rôle économique important, qui consiste à veiller sur les
les défections de son mari dans la gestion économique du foyer et d'entretenir ses enfants quotidiennement avec le peu qu'elle génère comme finance, en créant son économie. C'est son mode d'économie et des finances. Alors, donc, est-ce qu'il est possible de réduire ce fossé-là, ou est-ce que, finalement, la société est ainsi conçue et qu'il faut plutôt suivre le rythme naturel du monde, dans cette histoire de parité et de disparité homme-femme? Elédia Debla. Bon, moi, je veux mettre ma casquette de spirituel. Je donne des conférences justement sur des thématiques liées à la croissance personnelle, à la spiritualité. Bon, quand on parle de spiritualité, ça soulève des vagues, alors que non, c'est vraiment très basique. C'est-à-dire que notre perception de nous-mêmes, la personne que nous pensons être, les sociétés que nous pensons être, notre système de croyance est biaisé. En fait, dès lors que on a demandé à la femme d'être un homme sérieux, il y a eu un problème. Maintenant, il faut aller chercher quelles sont les composantes de cette ligne de pensée. Peut-être que si nous arrivons à travailler sur ça, sur notre système de croyance par rapport à la place de la femme dans nos sociétés. J'ai donné un exemple au tout début, quand on dit que la femme, elle a été créée à partir d'une cote de la femme. Vous savez qu'il y a plus de gens sur Terre qui sont dans les religions, et les religions croient à ça. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, il faut reconnaître le travail de la femme, le fait d'être femme, et le fait de devoir mettre au monde, il faut le reconnaître. Et ça veut dire que c'est déjà un rôle en soi. Ah non, mais pour moi, c'est un rôle à part entière. En fait, l'arnaque a commencé dès lors qu'on a dit à la femme, finalement, tu n'as pas de rôle dans la société si tu ne vas pas travailler. Et la femme y a cru. Aujourd'hui, c'est la femme qui se bat pour ne pas reconnaître son rôle de mère. C'est-à-dire qu'être mère au foyer, ce n'est pas valorisant pour la femme elle-même. Alors que c'est la base. Anastasia l'a dit, c'est vraiment la base. On a un mauvais regard sur ce rôle fondamental de la femme. Moi, je vais peut-être en choquer plus d'un. Il y a beaucoup de choses que la femme peut faire dans la société que l'homme ne peut pas. On ne lui demande même pas, mais on ne s'en rend même pas compte. On pense aujourd'hui que l'homme est une femme accomplie, l'homme est une femme parfaite, mais on n'accepte pas que la femme soit un homme parfait. Et donc, le début pour changer ça, c'est notre conception du monde, c'est notre système de croyance, parce que si on n'accepte pas de bousculer notre système de croyance, si on ne modifie pas notre carte du monde, sachant donné qu'en PNL, on vous dit que la carte n'est pas le territoire. La carte que je fais de l'île de France n'est pas réellement l'île de France, c'est une fiction. Et donc, il faut modifier nos fictions sur le rôle de la femme. Après toutes ces questions de parité qui sont pour moi même périphériques, pourquoi forcément la parité? À un moment donné de notre histoire, qui a ramené cette question de parité? Est-ce que c'est la femme qui a demandé la parité? Est-ce que la parité est la solution au problème que la femme vit? Je n'en sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est notre carte du monde, c'est notre conception de nous-mêmes, c'est notre façon de voir le monde, surtout notre système de croyance. Alors, Anastasie, qui s'appuie fortement sur ce concept, travaille pourtant, elle a été journaliste dans un pays pas facile. Elle est assistante aujourd'hui sociale et elle envoie des murs et des pavers. Et elle est aussi aujourd'hui sur ce plateau justement pour qu'avec le regard qu'elle a de ce qu'est la femme, est-ce qu'elle continue toujours à confiner la femme dans son rôle naturel qui est celle de mère, épouse, sœur, et on s'arrête là? Alors, merci bien, je voudrais donner une précision. Alors, je suis de formation journaliste et assistante sociale. Mais dans mon pays, République démocratique du Congo, il n'y a pas de politique de main tendue. Donc, vous êtes assistante sociale, vous n'avez pas de boulot. Il faut trouver le boulot. Vous devez être secrétaire, comptable, infirmière et tout ça. Alors moi, j'ai développé, journaliste. C'était au top. Je fais ça. Donc, j'ai travaillé comme étant journaliste. La formation assistante, c'était dans ma poche. Voilà. Et c'était très, très bien. Hein, très bien. Maintenant, on a trouvé des problèmes. Comme il y avait quand les enfants, les gens ont maintenant le baccalauréat, un diplôme d'État, terminent maintenant pour aller étudier à l'université ou travailler. On dit non, vous ne pouvez pas devenir des journalistes, vous allez tout perdre.
nous avons formé une association. Cette association existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est l'association des journalistes de la presse féminine. Les journalistes travaillent dans des médias officiels, avec un seul média officiel et tous les privés. On a dit, bon, on doit former maintenant les gens. On partait maintenant dans des écoles, on fait des conférences pour les femmes, pour les filles, pour les inciter à entrer à la faculté de journalisme, parce que c'est un métier full. Il ne faut pas laisser ça aux hommes. Et heureusement, grâce à notre implication, les journalistes, vous en voyez maintenant beaucoup. Les filles ont été stimulées, les filles travaillent, vous les voyez à la radio, à la télévision, elles écrivent. Heureusement, non, on peut être là, on travaille, parce que ceux qui travaillent, ce n'est pas le sexe, hein, c'est la tête. Donc, vous partez avec la connaissance, la tête vraiment bien faite, vous travaillez comme tout le monde, et puis je suis même trop fière de ça. Donc, c'était vraiment une campagne qu'on avait menée et qui a porté des fruits. Nous entrons dans le domaine de la politique. Nous voyons qu'il y a des femmes qui travaillent, mais pour travailler, là, il faut que le mari accepte. Nous prenons Eve Bazaïb, ministre de l'Environnement, s'occupe du développement durable et tout ça, mais elle est au top. Elle est une femme internationale. On voit comment elle travaille. Elle est bien pour voir dans le domaine. Quand on est formé, on a des compétences. Rien ne peut arrêter. Alors, comme il est homme au milieu de femmes, il dit qu'il s'est fait passer pour une femme, mais ne vous en faites pas. C'est un homme bien placé avec une femme et des enfants à la maison. Alors, mais disons que la création, vous avez parlé de spiritualité, la création, on a dit, qui a dit? On a créé que la femme est tirée de la côte. On va permettre à Christine. Oui, je veux arriver là, s'il vous plaît. La femme est tirée de la côte. Et quand la femme est tirée de la côte, l'homme est supérieur, la femme. Mais à la création, ce n'était pas comme ça. Homme et femme, la même chose. Dieu pouvait en tirer. Pourquoi n'est pas tirer la femme de la tête ou de pied pour qu'on le Voilà, donc on va permettre à Christine de rebondir dans cette première partie qui va toucher à sa fin sans qu'elle ait parlé. Oui, excusez-moi, il faut bien revenir. C'est-à-dire, je voudrais demander à Christine de nous dire, par rapport à tout ce qu'elle a vu en Afrique, en Europe, et par rapport à ses études, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous avez pu voir des femmes qui veulent rester femmes au foyer et quand même aussi femmes visible par rapport à ses compétences? Bien sûr. Est-ce qu'il y a finalement une schizophrénie qui guette les femmes ou qui existe sur la femme par rapport à ce rôle-là? La première question posée, j'y réponds, je crois en l'évolution de la société, en l'évolution du statut de la femme, parce que je trouve que, et je suis féministe, mais en intégrant totalement les hommes dans l'univers de la féminité, je crois beaucoup à la mixité et à la réelle harmonie de l'un et de l'autre. On voit très bien par tout ce qui est... Personnellement, j'ai 4 enfants, j'ai été enseignant-chercheur dans la vie politique et très engagée dans le monde des ONG. J'ai cumulé tout ça. Beaucoup de gens me demandaient, mais comment tu fais? Sauf que j'étais passionnée et que tout ça a tout à fait bien fonctionné. Et je pense que c'est absolument possible. Il faut surtout laisser le choix à la femme. Il y a des femmes qui n'ont aucun intérêt ou aucune envie d'entrer dans des schémas de vie politique ou de vie professionnelle très poussés. Pourquoi pas? Il y a des femmes qui en ont l'envie, qui en ont les compétences et qui peuvent l'exercer autant que les hommes peuvent être, et heureusement, des hommes très investis dans leur profession, mais des pères également, présents et respectueux de ce qu'est la vie de la famille, de ce qu'ils apportent à leurs enfants. C'est pas seulement réservé à la femme. Les enfants ont aussi besoin de leur père, c'est fondamental. Et aujourd'hui, de par les études qui sont menées, que j'observe beaucoup à l'UNESCO, dans les directions générales de l'éducation, des sciences, on voit très bien lorsque l'on accompagne les jeunes filles, par exemple, dans les filières scientifiques, ça ne marche que si il y a des mentors femmes et des personnes qui viennent
viennent leur dire ce que peut être le métier scientifique, que tout d'un coup elles s'y engagent, alors que normalement elles n'y vont vraiment pas, parce que le stéréotype sociétal est tel qu'on croit que c'est seulement réservé aux hommes, et que seulement les hommes pourront faire des carrières scientifiques. Eh bien, c'est démontré aujourd'hui, dès qu'une jeune femme a reçu des exemples, une éducation adaptée, elle rentre dans des carrières scientifiques, elle y réussit régulièrement mieux que les garçons d'ailleurs, parce qu'elle a ce côté féminin, un peu plus dilué, plus artiste peut-être. Et on a aujourd'hui des générations de jeunes chercheurs, femmes notamment en Afrique. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet et c'est assez extraordinaire de voir de jeunes femmes qui prennent en main complètement une carrière scientifique, qui deviennent des femmes qui vont aussi instruire et communiquer, transmettre à des jeunes filles dans les écoles et dans les écoles préparatoires. Ça veut dire que pour avancer, il faut casser les stéréotypes. Pas du tout de manière figée et dure ou brutale, mais simplement en donnant de la transmission. Et en donnant une transmission qui soit sereine et qui soit juste cohérente. Après, homme ou femme, chacun choisit sa vie. Mais moi, je suis convaincue que les jeunes femmes d'aujourd'hui peuvent entrer dans une vie où elles seront autant présentes dans leur vie privée que dans leur vie sociale, professionnelle et politique. On va laisser le dernier mot de cette partie de cette émission au seul homme-femme de ce plateau. Alors, qui pourra nous dire, par exemple, en quelques secondes, l'expérience que vivent les hommes africains aujourd'hui par rapport au concept dit de la CAF, où les hommes leur prennent leurs droits et à la maison et sur l'économie pour diriger leur maison, leur foyer autrement. Quelques secondes. Bon, c'est vrai que moi j'ai entendu parler de ce phénomène, des hommes qui se mêlent de ces choses-là, alors que la société, on parle bien sûr de la France, la société française, elle est faite de sorte que ça doit être géré par les mères de famille. À titre personnel, je ne sais même pas comment ça fonctionne, cette chose-là. Mais encore une fois, moi je pense que nous sommes dans des États où il y a des lois et on refuse d'appliquer les lois. Moi, je pense qu'on pourrait, par exemple, mettre en cessation d'activité un parti politique qui refuserait d'appliquer les quotas. On pourrait, par exemple, mettre des peines, des peines avec des lourdes amendes, par exemple, à des entreprises qui devraient, par exemple, faire certaines promotions qui ne le font pas. Et, comme je vous l'ai dit, c'est une question d'homme. Le droit de la femme tel que présenté aujourd'hui est une question d'homme. Ça plaît aux hommes ou ça ne leur plaît pas. On va jusqu'à décider de la mode pour les femmes. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Elédia Deblat, nous allons donc nous retrouver pour les 5 dernières minutes de cette émission, la partie la plus relax sur les questions, réponses sur les relations de l'Afrique avec le reste du monde. Il y a les panafricains et les panafricanistes. Alors, on a vu un panafricain décrier le fait que, se satisfaire que la Côte d'Ivoire se développe physiquement, que l'économie marche, mais qu'elle est sous le joug français. Alors, ça ne conviendrait pas à cette personne qui veut de plus en plus, je ne sais pas, c'est certainement par sa haine de la France, pousser les gens dans les bras de la Russie. Est-ce que vous pensez que la diffusion de ce narratif nouveau qui veut voir autrement la France avec ses péchés, on n'exemple pas de péchés, plus bas que terre et au profit d'une Russie dont on ne connaît pas les réalisations économiques sur le continent, est-ce que ce narratif est mieux porté par les femmes pour que ça fasse recette comme aujourd'hui, tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux et dans les vies politiques de certains pays africains, Anastasie? C'est vraiment un peu compliqué parce que je ne connais pas très bien la Russie. Donc, Poutine, disons, sa politique, on ne connaît pas. Mais je connais l'Occident avec sa politique. L'Occident en Afrique, précisément. On dit l'Afrique, c'est le devenir de la France. Donc, sans l'Afrique,
Il n'y a pas de choses. Donc la France est là, la France va puiser les matières premières en Afrique, et c'est avec ces matières premières qu'elle développe le pays, qu'il invente beaucoup de choses. Et c'est même très bien fait. Mais ceux qui restent là-bas, ils ne sont pas bien traités. Au lieu de faire des usines de transformation des matières premières sur place et utiliser, engager les gens, absorber le taux de chômage, il ne le fait pas, mais il le fait ailleurs. Alors maintenant, quand ils travaillent comme ça, et même le partage n'est pas égal, le gain n'est pas égal, ce n'est pas gagnant-gagnant. Il s'entend avec un dirigeant. Ce sont surtout les dirigeants africains qui deviennent des valets des Occidents. Alors, je vous place et directement, vous devez travailler. Les ressources, là, on vous donne, moi je prends 80, vous prenez 20 comme ça sous, 20%, mais avec 20, voilà. On a très peu de parties, on n'a que 5 minutes pour développer cette partie. Elydia Debla, votre avis sur... Moi, ce que je constate, j'ai vu ça arriver, ça fait plus d'une décennie que voilà, je suis de manière constante l'actualité africaine et j'ai vu ce basculement. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut reconnaître, la France, elle a commis les pires atrocités sur le continent africain. Cependant, c'est un partenaire, et c'est un partenaire avec lequel nous avons appris à grandir. Il y a beaucoup de choses à revoir et nous avons atteint aujourd'hui la masse critique de connaissances et de compétences pour qu'il n'y ait pas de... il n'y ait pas de complaisance entre nous, pour que nous ne soyons pas complexés. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Il faut faire la différence entre le panafricain et la personne qui vit du nombre de vues, de partages et de likes de ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et ces gens... Et qui de plus en plus va prendre de l'argent pour vendre les pays. Avant, c'était les Africains vendaient des hommes. Aujourd'hui, on a des Africains qui vendent des pays. J'irai pas jusqu'à dire ça. J'irai même pas jusqu'à dire qu'ils vendent. C'est-à-dire qu'ils monétisent ces vidéos-là. Et aujourd'hui, c'est très correct, c'est très bien vu de parler que de la France. Cependant, il y a des choses à reprocher à la France et on est en train de nous conduire à reproduire les mêmes comportements avec la Russie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas critiquer la Russie. Par contre, tu critiques la France, tout va bien. Moi, je pense qu'il faut tirer les leçons de ce qui n'a pas marché avec la France et de traiter avec tout le monde. Je pense qu'il faut traiter avec tout le monde. Très bien. Christine, pour cette dernière partie de notre émission. Alors, oui, évidemment, tout ce qui s'est passé depuis 2 siècles est rempli d'erreurs, de choses qui n'auraient pas dû exister à l'occasion. Je pense que tout ça évolue fortement. Moi aussi, observant beaucoup le territoire africain depuis une grosse vingtaine d'années, j'ai bien vu l'évolution qui se produit. Je rêve, moi je ne dis pas l'Afrique est le devenir de la France, mais l'Afrique est le devenir de l'humanité. Et le continent de demain, c'est une certitude. Il y a tellement de potentiel, de richesse, de capacité de gestion sur place. Moi je rêve surtout que l'Afrique s'autonomise le maximum possible et ne soit dépendante d'aucun autre pays. Il y a aujourd'hui des investisseurs très forts comme le Japon, comme l'Allemagne qui renforcent terriblement aujourd'hui ces investissements, les États-Unis aussi. Il est clair qu'il faut des partenariats intelligents au profit de l'Afrique et jamais pour que l'Afrique soit en servitude auprès d'un pays. Or, de ce que j'ai entendu, pour avoir des amis très bien placés dans différents pays d'Afrique. Aujourd'hui, là où les Russes sont installés, ça y est, ils ont pris les contrats des mines existantes. Ils ne sont pas arrivés par hasard, il ne faut pas être naïf. Ils cherchent aussi leur intérêt. Et, bon, ils se capitalisent comme la plupart des pays dans le monde. Ils se servent des richesses de l'Afrique et je rêve juste d'une Afrique indépendante. Merci beaucoup, merci. C'est la fin de cette émission. Donc, Tumulte était axé sur disparité. Oui, vraiment disparité plutôt que parité homme-femme en Afrique et un peu dans le monde. Donc, mes invités, c'était Anastasie Mutoka Disachi, journaliste et assistante sociale, l'homme, la femme. Monsieur. Elydia Debla, directeur de publication de RP Media, et aussi Christine Jouan-Bruno, qui est présidente des Femmes de Demain et ancienne maire de Boulogne-Billancourt, ici en France. Merci à vous tous et à vous toutes et à vous tous d'être venus répondre à cette émission. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.